Bonjour à tous et à toutes, merci et bienvenue de nous suivre. On a une table ronde sur cette Bipolar Web TV en direct de Quai du Polar, en direct de la FNAC Bellecour, l'auditorium, notre partenaire, en public. Bonjour à tout le monde. Bon, ça va pas marcher, on va leur faire bonjour à tout le monde. Voilà, merci bien. On a une table ronde cet après-midi sur les louves du polar. Hein. Vous savez, on est en direct aujourd'hui et demain depuis la FNAC avec un joli plateau que je vais vous présenter tout de suite. Mais il y a quelques semaines, quelques mois à peine, naissait un collectif, le collectif des louves du polar, porté notamment par Agathe Portail, par Cécile Cabanac, par Cécile Dangean, par Céline de Rohany, Christelle Duchamp, Marlène Charine. Objectif, je cite, favoriser l'identification du polar féminin francophone, trop souvent en manque de visibilité, malgré la qualité de la production. Aujourd'hui, avec moi, j'ai trois autrices. Sonia Desongues, alors, qui a quitté, mais pas loin, mais on en dira un petit mot, Cécile Cabanac et Christelle Duchamp. On va parler des louves du polar, on va parler aussi de leurs romans et de leur héroïne, on va parler du polar. Alors, tout d'abord, toutes les trois, peut-être revenir sur ces louves. Comment est-ce que c'est né et quels sont les grands objectifs ? J'y vais ? Allez, j'y vas. Vas-y. Allez, j'y vais. Je sais que tu as beaucoup parlé des louves ces derniers mois en salon, donc je prends le relais. Mais tu fais ça très bien. Les louves sont nées officiellement le 7 septembre 2022. C'est un collectif d'autrices. Nous étions 7 à la fondation de ce collectif. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une trentaine. Et ce collectif, comme tu l'as dit, Jérôme, a pour vocation de porter la voix des femmes dans le polar, même dans le roman noir dans sa généralité, parce qu'on porte toutes les voix. Et les membres du collectif œuvrent pour mettre en place des actions concrètes auprès des libraires, auprès des partenaires, auprès des médias comme Bipolar par exemple, qui nous soutient énormément d'ailleurs, merci. Voilà, on est là pour mener des actions. Et c'est là où justement on pourra évoquer le rôle de Sonia. Si on œuvre pour le collectif, et dans le collectif, on est là pour défendre toutes les femmes dans le polar. Donc voilà. On œuvre à 30, mais après, c'est pour étendre la voix de la femme au sens large dans le polar. C'était bien. C'était bien. Non, un petit mot à rajouter peut-être. Non, en fait, c'est vrai que le collectif est né d'un constat tout simple. C'est-à-dire qu'entre nous, déjà, quand on était en salon, on s'est rendu compte qu'on avait des bibliothèques très masculines pour ce qui concernait le polar. Et on s'est dit, c'est quand même un peu dommage parce qu'on est nombreuses. Et en parlant avec les lecteurs, on s'est rendu compte que oui, les filles du polar manquaient de visibilité. Et on s'est dit, on va prendre le problème à bras-le-corps, hein, on va s'en charger nous-mêmes, on va faire en sorte qu'on soit plus visible. Et on est ravis de voir qu'en quelques mois, on a obtenu un peu de la visibilité qui nous manquait. Et beaucoup de lecteurs nous disent que grâce au collectif, ils ont découvert de nouvelles plumes. Et c'était le but. D'ailleurs, louve ou pas louve, ça, on y tient beaucoup. On n'est pas limité à nos membres. Ce qui est important, c'est de montrer que toute la richesse du polar féminin francophone. Louve ou pas louve, moins louve. Sonia, peut-être un petit point. Tu as annoncé que tu étais un petit peu en recul. Oui, alors juste pour revenir sur les origines des origines du collectif, je tiens quand même à préciser aussi que c'est une réflexion bien sûr commune, mais également avec Céline Dangean, nous l'avions évoqué, suite à une discussion avec Éric Giacometti. C'est intéressant de relever que c'est un homme qui se posait les questions, les bonnes questions, nous aussi quand même, mais lui m'a demandé un jour pourquoi y a-t-il un plafond de verre au-dessus de vous, les femmes, dans le polar. Et je précise aussi, on dit lecteur, hein, mais je pense que la nuance est importante. Il y a comme une sorte de dissonance, c'est-à-dire qu'il y a 85% de lectrices dans le polar. Et je pense d'une façon générale, les femmes lisent plus de romans. Pourquoi accordent-elles leur confiance, je dirais, parce que c'est vraiment le mot. Une femme, un jour, une lectrice, est venue vers moi. Je ne pense pas qu'elle m'ait lu. Elle me découvrait aussi. Bon, bref. Et elle m'a dit j'espère que c'est bien parce que je vous le souhaite, hein, mais les hommes sont plus crédibles. Voilà. Donc, il faut encaisser des choses comme ça. Et puis,
Alors heureusement, elle n'est pas tombée sur Sandrine Rousseau ou je sais pas. Voilà, donc elle est ressortie vivante. Ouais. Et effectivement, j'ai accompagné les louves parce que, on va dire, je suis par rapport à certaines louves installée. Je ne parlerai pas de mon âge, mais voilà, je suis installée et puis donc j'ai donné en quelque sorte mon nom, voilà, ma voix aussi. Puis je me suis peu à peu, à pas de louve, retirée. Pas du tout parce que je trouve le collectif complètement nul et puis qu'elles sont hystériques ou j'en sais rien. Mais non, au contraire, c'est un travail formidable qu'elles font toutes. En donnant cette visibilité aux louves, aux non-louves, mais je ne voulais pas, alors ça c'est vraiment une réflexion personnelle, je ne vais pas prendre non plus tout le monopoliser là, mais je voulais exister, continuer du moins à exister en librairie, voilà, par mon nom, et pas être totalement assimilée aux loups. Mais ça c'est un autre débat. La force des loups et des louves, c'est la meute. Moi comme vous voyez, j'ai choisi d'être une tigresse, parce que comme ça, je les croque en 2 temps 3 mouvements. Et que le tigre, sa force, c'est la solitude. Voilà, on est dans le bestiaire. Et donc toi, Jérôme, tu es plutôt quoi? Moi, je suis plutôt un hanneton, par exemple. C'est pas mal, un hanneton. Voilà. C'est ça. Un bon ton, alors. Ouais, c'est ça, un mi-ton, pour rester dans la musique. Sur les premières actions, il y a eu des vitrines. Quelles étaient un petit peu les premières actions, les premiers axes que vous vouliez explorer ou proposer? Alors, les premiers axes, c'était bien sûr la librairie, le libraire au sens large. Donc déjà, on a œuvré avec les libraires indépendants notamment, et aussi quelques libraires de grandes chaînes qui nous ont suivis sur ces vitrines des louves. C'était une semaine courant novembre 2022, où en fait, on a envoyé tout le nécessaire, donc des kits, du graphisme, des affiches, des marque-pages, pour que les libraires puissent constituer des vitrines entièrement composées d'autrices de polar francophones. Et ça a plutôt bien marché puisqu'on a eu 52 libraires qui nous ont suivis et qu'on a porté à 7. Donc c'était beaucoup de boulot. Mais les libraires ont vraiment bien répondu à l'appel. On a les maisons de la presse aussi qui nous soutiennent. Donc on a réussi, et Bipolar encore une fois, donc on a vraiment réussi à fédérer et les libraires indépendants et des grands groupes à nous suivre. Et on est vraiment ravis du résultat. Alors c'est énormément de boulot bien sûr, mais il y a de belles retombées, on est très heureuse. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser des questions, parce qu'en plus, moi, j'ai vu des articles dans Le Progrès, La Dépêche, dans Midi Livre et sur différents journaux, Est-ce que vous attendiez à une telle visibilité et comment est-ce que vous la jugez avec le recul? Peut mieux faire. Peut mieux. Non, c'est bien. On n'avait pas d'objectif, en fait. Ouais. On s'est dit qu'on allait se lancer, qu'on verrait, et on est très agréablement surprise. Après, la presse, elle est difficile à intéresser, je pense déjà, par rapport au genre du polar. Et le polar féminin francophone est peut-être encore plus difficile à... je sais pas, peut-être qu'on n'est pas assez séduisante, je veux dire, par rapport à nos textes, attention, parce que sinon on est quand même... Mais je veux dire que c'est peut-être ça le truc, parce que on a aussi constaté une chose, c'est que le polar féminin étranger ne souffrait pas d'un manque de visibilité. Donc on est en train d'essayer au maximum d'intéresser les journalistes à ce qu'on fait. On envoie beaucoup de services de presse, on essaie d'expliquer, on passe beaucoup de temps au téléphone avec eux et on espère que ça se concrétisera prochainement dans de beaux articles qui parleront de ce qu'on fait, chacune. Hein, les journalistes. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que chez les Anglais, anglo-saxons, il y a eu Agatha. Chez nous, Fred Vargas. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai cru pendant un long moment que c'était un homme. Et pourquoi, en France, il y a justement cette espèce de blocage et je dirais, on en a discuté hier avec Marin Ledin, de machisme.
il m'a dit, je crois qu'il faut le soulever et le dire. Et je me dis peut-être que c'est culturel aussi. La France est un pays latin par rapport aux autres pays, aux pays anglo-saxons et scandinaves notamment, où il n'y a absolument pas ce problème de visibilité des femmes dans le polar. C'est-à-dire quand même une double problématique. Une problématique d'autrice et une problématique de francophonie, entre guillemets, quoi. Un peu, oui. 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 Et c'est vrai qu'en Espagne, il n'y a pas vraiment cette difficulté-là pour les autrices de polar. En Espagne non plus, d'accord. Non. Oui, mais alors Donc- du coup, là, on est aussi un peu chez les latins. Quoi. Donc je Oui, mais ben, en Espagne, ils sont plus... Enfin, voilà. Non. Non, mais c'est un du coup, mystère. c'est vrai que ça- C'est quand même un peu mystérieux, cette histoire-là. D'ailleurs, depuis le début, on fait des petits appels à des étudiants de sociologie, parce qu'il y a vraiment un super sujet pour essayer de comprendre les raisons qui expliquent cette espèce de blocage psychologique qui fait penser qu'une femme est trop douce, Pas qu'elle est une légitime. maman, qu'elle est pas légitime dans ce rôle de... qu'elle ne saurait pas raconter la violence, ou ce qui est évidemment complètement faux. Les filles d'hiver le montrent bien d'ailleurs. Enfin, donc il faut qu'on travaille là-dessus, mais on s'y attelle. Les psys pourraient peut-être répondre. Aussi, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est un autre appel. Que vous disent les journalistes ou les libraires qui sont un petit peu réticents? Moi, je me souviens dans d'autres domaines, qui sont les domaines de la science-fiction, il y avait des freins parfois de méconnaissance. Tout simplement, ils n'en parlaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas, ou de sujets qui pour eux manquaient un petit peu d'intérêt par rapport à des sujets plus forts en littérature générale. Qu'est-ce que vous disent un petit peu les retours négatifs? Parce qu'on a parlé des retours positifs. Que vous disent les gens réticents? Alors moi, j'ai pas trop été aux prises des gens réticents. Peut-être plus toi, Cécile, qui a porté tout l'aspect service presse. D'une manière générale, il y a une méconnaissance de la production littéraire féminine. Et du coup, c'est vrai que quand on transmet notre communiqué de presse et qu'on arrive avec une trentaine de noms d'autrices, déjà, il y a un étonnement. Et quand en plus notre discours revient à dire ne vous limitez pas à cette trentaine d'autrices, il y en a tout un tas d'autres, parce que d'ailleurs nous on reçoit des demandes quotidiennes d'autrices qui ont envie d'intégrer le collectif, et là on a un peu limité nos entrées parce qu'on est une trentaine et que c'est déjà un paquebot énorme à manœuvrer. Mais c'est vrai que du coup les retours des journalistes c'est ah bon, on n'imaginait pas qu'il y avait une telle production, en fait. Donc, Et oui, et sur aussi cette méconnaissance qui touche aussi de plein fouet le grand public. Mais comme tu disais, nous les premières, puisque moi, quand j'ai un petit peu observé, après avoir après avoir vu mon premier polar édité, je me suis penchée sur ma bibliothèque et il y avait 99% d'auteurs masculins. Et c'est après que j'ai découvert mes consoeurs. Donc quand je dis grand public, c'était aussi moi, avant que j'investisse le milieu du polar. Donc c'est pas du tout péjoratif. Et c'est vrai que le grand public a moins connaissance des femmes, parce qu'on est moins présente aussi dans les médias. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les Louves. Et on l'a bien vu, Cécile et moi, on était au Festival de Cognac en octobre. Et on était très nombreuses en termes de part. Il y avait énormément de femmes autrices. Et les lecteurs, les visiteurs étaient stupéfaits parce que, moi, plusieurs fois, on m'a dit « Oh là là, mais vous êtes vachement nombreuses à écrire du polar. » Et ils achetaient, pour le coup, ils n'avaient pas du tout d'a priori ni de clichés sur notre écriture. Donc on ne peut pas non plus toujours tirer à bout portant sur les gens. C'était juste, en effet, comme tu dis, une méconnaissance. Et c'est aussi se montrer, qu'il y a du polar dans les salons, montrer qu'on est là. Vous êtes parti à 7, vous êtes 30 maintenant, vous avez d'autres candidatures. Est-ce que ça veut dire que ça a répondu tout de suite à un besoin qui n'était pas forcément exprimé ? Oui, clairement. Oui, clairement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'union fait la force. C'est-à-dire que toutes, et avec nos compétences diverses, avec notre connaissance de nos contacts, connaissance dans certains milieux, Cécile, qui connaît bien la presse, chacune, moi qui suis plus sur l'aspect graphisme, chacune va investir le collectif avec ses capacités et ses compétences, avec ses contacts. Et du coup, c'est vraiment se serrer les coudes. Pour que l'union fasse la force. Ensemble, on est plus forte et tout ça sans se tirer dans les pattes, en bonne sororité, en bonne entente.
Comment ça fonctionne, un collectif comme les Louves? Parce que nous, on voit les publications sur les réseaux sociaux, on voit les actions, mais j'imagine qu'il y a foule de discussions et de mécanismes en internet. Cécile, elle fait des gros yeux. On va pas en parler. Non, comment concrètement ça se matérialise? Déjà, on est en lien direct quotidien. On discute énormément alors parfois de l'organisation pure, d'autres fois d'idées qui nous viennent à l'esprit à la suite d'un article, d'un reportage. Et en fait, on fait un peu évoluer nos idées, nos pensées par rapport à tout ça. On s'est un peu fixé des réunions mensuelles, des visios. Avec un ordre du jour, une prise avec de une parole, médiatrice. Voilà. Non, on essaie d'organiser tout ça de manière un peu posée, carrée, pour faire avancer les projets. Alors, chacune a un peu un projet sur lequel elle avance avec ses interlocuteurs. Et après, on met tout ça en commun. C'est énormément de travail. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais d'un autre côté, ça nous donne aussi énormément d'énergie. Et ça crée des liens entre nous qui sont des vrais liens d'amitié qui font du bien parce que être auteur, c'est quand même être très seul dans son coin. Et de temps en temps, voir qu'on est une bande, ça fait plaisir. Donc, pour répondre à votre question, parce que je digresse, J'allais la reposer, y a pas de... c'est à la fois très carré par moment et très bordélique à d'autres, en fait. Ouais, il y a de l'émulation, il y a de... Ça phosphore tout ensemble. Oui, Sonia. Christelle, mais justement, si tu parles effectivement de méconnaissance, et ce n'est pas la faute tout le temps aux lecteurs, aux lectrices, d'où vient ce manque de visibilité? D'où vient Salon, la chaîne du livre, peut-être les libraires, je ne veux pas... encore une fois, on n'est pas dans... Enfin, j'accuse, hein, mais non, du tout. Mais pourquoi, justement, les lectrices, les lecteurs voient des noms de femmes auteurs scandinaves, ils vont les acheter. Ouais. Oui, il y a la confiance qui est là. Voilà, il y a la confiance, elles sont visibles, mais justement, à part, effectivement... Fred Vargas, qu'on met... il y a Sandrine Colette qui est passée, elle, dans la blanche maintenant, enfin blanche, noire quand même. Karine Gibel, voilà, bien sûr. Mais après, c'est un peu le flou. Lors d'une émission, vous êtes formidable sur France 3. Le journaliste me disait, vous êtes peu nombreuses. J'ai commencé à lui faire la liste. Il n'en revenait pas. Et là, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est peut-être un petit tout, une petite succession de compositions de plein de petites choses, comme tu dis. Salon, c'est-à-dire... alors Paris. voilà, oui, alors le mot interdit, le P-word, la parité, oui, c'est-à-dire, alors encore une fois, on n'est pas à 50-50 parce qu'on est à peu près 35%, 40% à faire du polar et être autrice de polar. Donc une sorte d'équilibre en fait en salon, une sorte d'équilibre aussi dans les rayonnages des librairies. Et parfois, c'est vrai qu'on voit parfois les gondoles qui sont inondées des grands titres, entre guillemets des gros vendeurs. Mais c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que nous aussi, on les comprend, les libraires. C'est-à-dire qu'à un moment, la nouveauté de monsieur qui fait super bien vendre, elle est en avant, mais c'est évident. Donc c'est à nous aussi de faire ce travail-là et à rappeler qu'on est là. De conscientiser tout le monde sur la problématique. Quelles sont un peu les actions que vous allez mener là dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, qu'on peut dévoiler? Alors, il est prévu de dormir, Alors, oui. Surtout pour Cécile. On avait dit pas les cernes. Voilà, parlons-en. Non, on va faire un recueil de nouvelles quand même. Ah, oui. Très bien. Oui, donc il est en phase de fabrication. Et on a un partenariat avec Bipolar aussi, Oui. qui devrait arriver sur avril, un joli partenariat. Ouais. Et les choses viennent au fur et à mesure, en fait. C'est vrai que comme on a moins d'un an quand même, et en moins d'un an, je trouve qu'on a fait pas mal de choses. Régulièrement, on a une boîte mail inondée de propositions qu'on étudie lentement. Enfin, on se donne un peu le temps pour pas courir dans tous les sens, mais il y aura forcément de belles choses qui vont se monter. On est toutes motivées pour ça et ça va le faire. Vous n'allez pas envahir l'Élysée seins nus, quand même. Non, pas prochainement. Si tu viens pas, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Hein.
Voilà, on a basculé dans... non, moi j'ai entendu un truc en tant que lecteur, j'ai entendu recueil de nouvelles, donc une anthologie un petit peu manifeste, on a plus d'informations. Et non. On n'a pas d'éditeur, on n'a pas de sommaire. En fait, on est vraiment en train de le fabriquer. D'accord. C'est vrai qu'on est très nombreuses. Sur l'ensemble de nos membres, il y a des filles qui ont vraiment des plannings de dingue et qui essaient de trouver le temps et la place de produire une belle nouvelle. On veut que ce soit un recueil qui soit qualitatif. Ça, c'est essentiel. Et donc, on est complètement en train d'y travailler et on se laisse le temps. Et quand on sera satisfaite de tous nos beaux textes, on se rapprochera d'éditeurs. Mais on a déjà des petits... On s'est fait des clins d'œil, quoi. On sent qu'il y a de l'intérêt, quoi. J'aime bien la stratégie des clins d'œil. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a un site, évidemment. Il y a un très beau site réalisé par Céline de Roigny, qui est autrice de polar. Donc un très beau site, des réseaux sociaux qu'on essaye de rendre très actifs. Une page YouTube aussi où on parle des copines, des non-louves, des louves, où les copains aussi, aux copains auteurs parlent des autrices. Et où on fait quelques bêtises de temps en temps pour Noël, pour voilà, des petits trucs rigolos. Moi, j'ai vu une vidéo de cascade, enfin de combat entre guillemets, qui vaut son pesant de cacahuètes que je recommande d'aller voir. Donc tout ça demande à être développé. Il y a Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. Oui, c'est bon. Merci Jérôme, c'est bon. Non. On va peut-être se mettre sur TikTok, mais on verra. Au sommaire de la prochaine réunion visio. Voilà. On a compris. Je voulais qu'on en profite aussi pour évoquer vos 3 nouveautés. Pour Christelle, tu viens de sortir L'île des souvenirs. On aura d'ailleurs un entretien exclusif demain matin, ici même à la FNAC. Cécile, tu as fait le chaos dans nos veines. Oui. On va aussi en parler. Et Sonia, Thanatea. Avec des personnages très différents. Je voulais commencer par toi, Sonia, avec ton personnage d'Esther, flic un peu fatigué, qui décide d'aller un petit peu se reposer dans une île sur le lac Léman. Alors ça m'a bien intéressé, on parlera de l'île sur un lac, c'est toujours un concept. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Esther ? On a dit que c'est moi qui pitcherais, mais j'ai dit déjà un petit mot. C'était un piège. C'était un piège. Pardon. Alors déjà, avec Cécile, donc nos 2 livres sont édités chez Fleuve. Oui. Et Esther, bonne question. Elle fait partie d'un trio de femmes qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont une sorte de pacte à la vie et à la mort, une pacte de sang quand même, un pacte de sang, c'est pas rien. Elles ont grandi dans la même cité, Auxerroise. Sont de cultures assez différentes, mais en même temps, il y a des choses qui les ont fortement unies, réunies. Donc il y a Esther, Leïla et Hélène, chacune de familles effectivement culturellement différentes, notamment Hélène qui se démarque pour des idées familiales un peu extrémistes. Et donc, voilà, elles grandissent ensemble, elles font les 400 coups ensemble, et elles décident de s'engager dans la police en se suivant justement à quelques intervalles d'1 an. Voilà. Elles atterrissent toutes les 3 à la PJ lyonnaise. Et donc, le livre commence sur un chapitre qui est assez triste, puisque l'une des 3 est dans un cercueil, c'est l'enterrement de l'une des 3, le cercueil descend en terre et on ne saura pas laquelle avant la fin du livre. Voilà. Et Esther, donc, elle est un peu plus que fatiguée. Oui, elle est marquée par des choses qui lui sont arrivées que je vous laisserai éventuellement découvrir si vous décidez de partir pour Thanatea. Donc, elle quitte la police. Là encore, ce sont des femmes dans un contexte masculin, majoritairement malgré tout, même s'il y a de plus en plus de femmes dans la police, avec exposées, bien sûr, de façon parfois ambiguë aussi, avec les femmes flics. Leïla, qui en plus d'être femme flic, est quand même d'origine
marocaine, donc considérée comme traître par quelques membres de la cité, etc. Bon. Donc Esther s'en va. Esther décide de tout quitter. Elle emporte avec elle des choses très lourdes et elle découvre une annonce comme ça, préposée au café. Moi j'aime bien ce côté un peu de folie. Aussi, préposé, et un tout petit grain d'absurdité quand même, de préposé au café, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va... Mais c'est un poste qui a existé vraiment, en fait, dans l'ex-Yougoslavie titiste. J'ai un oncle qui avait visité une entreprise et qui avait connu une femme qui faisait ça depuis 40 ans. J'ai trouvé ça fascinant. Elle était préposée au café et elle connaissait toutes les histoires, évidemment, des employés. Et ça, alors je me suis dit, ça vaudrait même le coup d'en faire un roman. Mais bon, je suis dans le thriller, et puis voilà. Enfin, donc, je l'ai quand même glissé. Donc, elle est partie pour une île. Enfin, au début, elle ne sait pas où elle partait vraiment. Et puis, alors, une île sur un lac qui est quand même connue. Mais cette île est beaucoup moins connue. Et cette île est liée, on va dire, à un marché. Un marché qui d'ailleurs, même dans la réalité, ces temps, c'est le marché de la mort. Le commerce, la mort accessoirisée, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que j'aborde aussi la mort sous l'aspect, bien sûr, du deuil, de la mort voulue, du suicide assisté. C'est pour ça que ça se passe en partie en Suisse. L'euthanasie n'est pas légalisée, mais c'est le suicide assisté. Vraiment, c'est important. Donc, c'est la personne qui va elle-même prendre la substance létale et elle est accompagnée. Donc, voilà, Esther va là-bas et elle va disparaître. J'arrête là, je pense. Ouais, j'ai laissé volontairement le silence. Je trouvais que ça tombait bien là, quand même. C'est pas mal. Il a plein de choses dans ce silence-là. On va y revenir un petit peu. Cécile, dans Le chaos dans nos veines. Alors là, le personnage de flic, malheureusement, on trouve son cadavre. Une policière qui était très impliquée dans son travail, pas toujours très aimée par ses collègues. Et malheureusement, le livre commence sur son décès. Oui, la découverte de son corps dans une maison abandonnée, dans un bois, à quelques kilomètres de Bergerac. Et cette scène de crime est complètement illisible pour le capitaine Brissot qui intervient en pleine nuit, qui est un flic un peu usé, pas très motivé, aux prises avec des difficultés... avec son épouse et tout ça lui semble très pesant et il a envie de dire que c'est un suicide, quoi. Ouais. Et puis passons. Et en fait, au cours de cette nuit, pendant la levée du corps et pendant que tous ses collègues sont en train de s'activer, lui descend dans la cave parce qu'il a envie d'avoir la paix. Et manque de bol pour lui, il tombe sur les restes d'un corps en décomposition dans une cuve d'acide. À partir de là, c'est l'enfer pour lui, parce que ça veut dire qu'il va vraiment falloir se mettre au travail et que ça va être quand même une affaire extrêmement compliquée, notamment du fait qu'il va devoir la gérer avec sa subordonnée, qui est Marianne de Cointet, qui est une fille hyper ambitieuse, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, et qui a envie de monter très très haut, et qui a bien l'intention de régler cette affaire, mais vite fait, bien fait, quoi. Ouais. Et ils vont se faire des mauvais coups. Enfin, ils se respectent pas vraiment au début. Ils sont sans cesse dans une espèce de tension qui finit par avoir des conséquences sur cette affaire, évidemment. À la fois, elle la ralentit par moments, à d'autres moments, elle l'accélère parce qu'ils se disent des choses qu'on ne se dit pas en temps normal quand on est en bonne entente. Mais là, finalement, c'est l'occasion de parler franchement. Et tout ça finit par faire avancer cette enquête qui, par ailleurs, parce que compliquons les choses, a aussi des explications dans le passé. Donc on a deux temps dans ce roman
on a une histoire dans le passé, avec des affaires qui ont été gérées par notre flic disparu, et puis le temps présent avec nos 2 flics qui doivent essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. C'est un peu long. Non, c'était bien, c'est bien. Christelle, alors, autre île, pas tout à fait une île physique, mais une île plus psychologique. L'histoire de Delphine, 22 ans, elle vient à Lyon, elle fait la fête, elle est lyonnaise, voilà, et puis malheureusement, elle va se faire kidnapper. Elles seront 2, il n'y en a qu'une qui survit. J'ai bien pitché le début ? Voilà, nickel. Ok, c'est à toi. Merci Jérôme. Oui, j'ai fait un petit mix de mes 2 consoeurs, une île et une maison abandonnée. Voilà, j'avais pas trop d'idées, donc je trouvais que c'était sympa. Merci les filles. Oui, c'est l'histoire de Delphine, comme tu dis, qui est étudiante à Lyon, qui vit une existence un petit peu débridée parce qu'elle a eu une éducation très stricte, donc c'est l'indépendance. Donc elle en profite allègrement. Et un soir, comme elle va de mauvaise rencontre en mauvaise rencontre, elle suit la mauvaise personne et elle va se réveiller enchaînée à un radiateur. Quelques jours plus tard, elle va vivre 7 jours assez difficiles. Quelques jours plus tard, elle est une amie, Maëlys, la rejoint. Et l'une des 2 ne va pas survivre. Et celle qui va survivre va réussir à s'échapper. Avec en mémoire un traumatisme absolument atroce puisqu'elle va assister au meurtre de son amie. Et quand elle va enfin réussir à s'évader et à être recueillie par la police, elle ne va pas réussir à cause du trauma à se rappeler de ce qu'elle a vécu. Elle va avoir un blackout total. Et le commandant en charge de l'enquête va tout faire pour remonter le fil de ses souvenirs et pour retracer un petit peu ce qu'il s'est passé et essayer de retrouver dans sa mémoire peut-être l'identité du tueur. Ouais, on a compris, avec la valeur des souvenirs, sont-ils vrais ? Sont-ils réinventés ? Exactement, avec la notion d'amnésie dissociative, de souvenirs, de faux souvenirs, exactement. Comment on compose des personnages avec des passés aussi lourds, avec des traumas, avec des choses, de la fatigue et des choses qui les soucient ? Comment est-ce qu'on les construit ? Est-ce qu'il y a une liste de traumas, entre guillemets, une fiche de personnage ? Comment on fait, Sonia, pour Esther ? Oui, alors il y a une sorte de bible de personnages, hein, bien sûr, avec les profils, les caractéristiques, les personnalités aussi. Mais tout ça, ça se façonne. Je compare souvent ça au modelage. Voilà, avec une armature, on met de la terre, de l'argile, et et après on enlève, on retire de la matière, on affine, voilà. Et les personnages, à un moment donné, même si au départ on les imagine telle ou telle façon, à un moment donné, ils vont prendre une sorte d'autonomie et ils vont nous prendre par la main. Ils vont nous souffler des choses aussi. Ils vont nous dire non, mais là, on ne veut pas aller dans cette direction, on veut aller à la limite dans une autre. Les interactions aussi entre personnages, c'est comme si on était en train finalement de raconter quelque chose qui se passe réellement dans une autre dimension. Et ça, moi, j'adore. C'est fascinant. Je pense qu'en réalité, évidemment, ça vient d'une sorte de dissociation que nous vivons en écriture. J'ai discuté avec une amie qui est thérapeute et qui m'a dit, mais quand tu écris, tu es dans un état de transe, proche de la transe hypnotique. Okay. En fait, tu ne t'en rends pas compte, mais même quand on n'écrit pas d'ailleurs, plusieurs fois dans la journée, on est dans des états de transe, sans même s'en rendre forcément compte. Donc tout ça évidemment, c'est très, c'est un terreau très fertile pour construire des personnages. Et puis, effectivement, on ne peut pas inventer des pathologies si on veut qu'une personne souffre de dissociation ou de schizophrénie ou de psychose. Dans L'Homme de la Plaine du Nord, je me suis tapé une liste de perversions. Donc là, voilà. Mais ça veut dire que cette étape de glaise, tu ne penses qu'à tes personnages en disant, bah tiens, celui-là, ou est-ce que c'est en construisant un petit peu l'histoire que tu dis, ah bah tiens, tel personnage, il faut que je lui enlève un petit peu de ça ou que je lui rajoute un petit peu de ça ? Le personnage va... Pardon, j'ai décidément un tigre qui est passé dans la gorge. Le personnage va évoluer évidemment dans un environnement aussi, dans
Je vois par exemple dans Boréal, que j'avais écrit il y a quelques temps, et c'est au Groenland, dans des situations extrêmes, et puis ensuite, c'est le désert, l'Inland 6, le désert glacé, ensuite on reviendra ou en Norvège ou à Londres, et là, eh bien, ces mêmes personnages vont avoir des interactions et des attitudes comme nous, quoi. Et je pense que l'écriture aussi, c'est l'art de se projeter. L'art avec toute l'empathie, bien sûr, dont nous sommes capables à des degrés différents, mais c'est vraiment, on vit, nous sommes tous les personnages à la fois, et en même temps, nous ne sommes aucun personnage. Enfin, voilà, donc tout ça, ça va enrichir, en fait, enrichir sans arrêt. Après, je ne peux pas tout expliquer non plus, parce qu'il y a une grosse part quand même d'instinct, heureusement, et d'intuition. Tout n'est pas dans la pure construction rationnelle et réfléchie. Ouais, et heureusement. C'est pas mécanique avec un mode d'emploi. C'est pas mécanique tout le temps. Cécile ? Moi, je ne fais pas de Bible, en fait. Justement, je pars sur une scène. Et cette scène entraîne les autres. Et du coup... J'ai un peu le sentiment quand j'écris qu'il y a un film qui est en train de se diffuser dans ma tête et je laisse les personnages vivre et je les observe et ils m'amènent, c'est tout à fait ce que disait Sonia en fait, ils nous amènent dans des directions. De temps en temps on se dit tiens ça serait peut-être pas mal d'aller par là mais les personnages finissent par nous échapper à un moment donné et c'est souvent eux qui ont raison d'ailleurs. Je pense qu'il faut pas chercher à les amener là où ça va sonner faux, mais du coup ça se construit étape par étape, c'est brique après brique. Moi j'aime bien ça, être surprise, donc je suis la fille qui ne fait pas de plan. Je sais que ça étonne souvent beaucoup, mais j'ai besoin d'être surprise et c'est cette surprise que les personnages créent chez moi, c'est mon grand bonheur en fait. Voilà. Même les personnages d'affreux, parce que là on parle d'empathie et d'une forme de dialogue, mais des personnages de pervers, de tueurs, tous. Ouais, d'accord. Mais ça fait partie de l'empathie aussi. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, pour avoir discuté avec beaucoup de confrères et consoeurs auteurs, on se rend compte qu'en fait, on est tous un petit peu, alors surtout dans le polar, on est tous un petit peu motivés par cette empathie un peu extrême et cette envie de comprendre. Donc, d'écrire des scènes avec des personnages, c'est aussi une façon de se mettre en retrait, de regarder une problématique ou une situation, aussi atroce soit-elle, et de se dire pourquoi il a fait ça. Moi, souvent, je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de polars, mais souvent, moi, je dis que mes polars se définissent par la notion de limite et par la question jusqu'où peut-on aller au nom de. Et c'est aussi, en effet, c'est très bien souligné, et ça rejoint ce qu'a dit Sonia, tout ça, c'est véhiculé par de l'empathie. Donc de l'empathie, bien sûr, pour nos personnages, nos héros, nos héroïnes, qu'ils soient flics ou pas, d'ailleurs, et une forme d'empathie ou au moins d'envie de comprendre du côté des méchants. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous anime, c'est cette envie de comprendre pourquoi une femme, un homme en arrive à faire ça et à une telle extrémité. Et ça nous permet d'humaniser les monstres également. Ouais. Et est-ce que c'est après pour avoir moins peur de ces monstres ? Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup peur ? Voilà, après c'est tout ceci très catharsis, bien sûr, mais voilà. Bienvenue dans cette séance de psychologie collective. Non, mais ce qui est intéressant dans tout ce dont vous parlez, et ça se retrouve dans vos romans, c'est aussi les interactions entre les personnages. C'est pas seulement une relation unidimensionnelle. Dans ton roman, évidemment, il y a Esther, mais il y a aussi ces deux amis qui la cherchent pour essayer de la retrouver et de la sauver. Comment tu gères les relations ? Comment tu as géré les relations entre les trois ? En fait, et ça c'est volontaire, en revanche c'est assez contrôlé, j'ai voulu, par exemple dans ce trio, comme souvent dans les trios, il y en a un peu une qui est un peu le maillon faible ou voilà, qui est un petit peu évincé parfois, un petit peu bon. Et là, il se trouve que c'est Hélène, à cause d'une direction, pas professionnelle, mais une direction un petit peu différente qu'elle a prise. Et Leïla et Esther sont les plus proches, vraiment. Mais en faisant partir Esther,
j'ai laissé Hélène et Leïla ensemble. Et donc tout ça va leur permettre de se découvrir mutuellement encore plus, parce que dans l'enfance, bon, on se connaît dans l'enfance, mais on devient des adultes avec effectivement toute notre évolution personnelle. Et c'est parfois, c'est pour ça que les amitiés meurent. C'est vraiment aussi un roman sur l'amitié. Bien sûr, ça reste un thriller, mais c'est un roman sur cette amitié, l'évolution et ce trio qui va bouger, tourner. Et justement, Esther qui, elle, part. Donc, en plus, Leïla qui va se sentir abandonnée quelque part par c'est vraiment son ami, son pilier, mais aimer, c'est laisser partir aussi. Donc, et elles vont, Leïla et Hélène vont se retrouver. Alors non seulement dans l'absence d'Esther au départ, tout simplement dans son départ, mais après dans sa disparition et tout le mystère qu'il va y avoir autour de ça. Et elles vont justement se découvrir l'une l'autre et ça va être très fort aussi. Cécile, c'est un peu pareil. Alors on a parlé du duo du flic désabusé et de la policière dynamique et ambitieuse. Il y a aussi un dialogue avec la policière qui malheureusement a été tuée. Comment t'as construit un petit peu tout ça ? J'avais envie en fait de raconter des personnages qui aient chacun une vision de la vérité. Tout ce roman tourne autour de cette question qui me travaille beaucoup. Finalement, on est à une époque où on a l'impression que la vérité c'est un peu une notion instable. Chacun a la sienne. Et du coup, ça s'est organisé autour de ça. Donc ma flic, Corinne Arbin, est une femme qui est prête à tout pour obtenir la vérité, quitte à prendre de gros risques. Et face à elle, on a un avocat pénaliste qui s'appelle Rodolphe Gans, qui est le roi des prétoires, et qui est un homme qui joue avec la vérité, c'est son métier en fait. Pour plaider, il choisit ses vérités, il argumente selon ce qu'il arrange, et finalement ces deux-là vont se confronter, s'apprécier, mais aussi s'éloigner. Et j'avais envie de jouer avec ça parce que finalement ils ont des relations qui sont complexes, qui sont liées au fait qu'à un moment donné, ils sont pas au clair avec cette notion de vérité justement. Et Rodolphe Gans, c'est un type qui est assez cynique, et Corinne Arbin ne l'est pas du tout. Et ça va produire des relations qui sont très complexes et que j'ai travaillées en les voulant pleines de tensions, de complexité et parfois de retour et d'amitié, voire même d'amour caché. C'était une volonté de perdre aussi par moments le lecteur, enfin de lui donner des impressions, des émotions qui ensuite, quelques pages plus tard, sont il y a pas de certitude. Et tout le roman tourne autour de ça, mais bon sang, quelle est la vérité, quoi. C'est donc ça a été organisé comme ça. Cécile joue avec vous. Sachez-le, même quand vous n'êtes pas encore là. Et pour toi, Christelle, parce qu'on l'a dit, deux femmes qui vont se retrouver dans une même pièce, il y en a seulement une qui va s'en sortir, mais ces deux-là se connaissaient déjà un petit peu avant. Oui, elles se connaissaient d'avant et c'était intéressant. C'est intéressant quand mes amis disent c'est mettre des personnages sur une voie, les confronter les uns aux autres. Et en fait, on est un petit peu des petits chimistes, c'est-à-dire qu'on a un sujet, on a envie de parler d'un thème et on va faire évoluer des personnages dans ce thème-là. Alors parfois en étant un petit peu sadomaso, parce qu'on va leur faire des choses pas sympa, ou on va leur faire subir des trucs horribles. Donc voilà, on est un petit peu dans le bassin d'incubation. Et moi, j'avais justement envie... la construction de mon récit, elle est linéaire dans sa chronologie. C'est-à-dire que je me suis dit... finalement, comment se passe une enquête de manière classique ? Donc, on a la victime, éventuellement un témoin, le commandant qui va enquêter, et après toutes les personnes annexes qui vont un petit peu graviter autour de cette enquête. Bon, ok. Partant de ce principe-là,
je me suis dit, j'avais vraiment envie de coller au personnage et de coller au moment où l'intrigue se déroule, au personnage qui vit ce moment-là de l'intrigue. Donc je me suis dit, en fait, tu vas découper ton roman en 5 parties. La première partie, ce sera la victime. La deuxième partie, ce sera la seconde victime. Je ne vous en dis pas plus. La troisième partie, ce sera le commandant qui va enquêter, etc., etc. Et vraiment, on va avoir le point de vue de chaque personnage sur le moment du récit qui le concerne, en fait. Et là aussi, c'était un petit peu bassin d'incubation pour être au plus proche de mes personnages. Et du coup, quand la victime souffre, est torturée, l'idée, c'était d'avoir son ressenti à elle et d'être au plus proche de ce qu'elle vit. Plutôt que finalement d'avoir un commandant, un enquêteur qui est en retrait sur cette affaire, qui arrive une fois que le cadavre est là, et qui dit qu'est-ce qui s'est passé, levée de corps, etc. Voilà. C'était vraiment pour suivre toute la chronologie d'une enquête, de la victime à la résolution de l'enquête. Oui, puis ça évite une narration froide et distanciée. Exactement. Quoi. Oui, surtout que c'est un récit que j'ai vraiment essayé de teinter avec beaucoup de psychologie, sur beaucoup d'aspects différents. Donc voilà, ça me permettait encore plus, avec cette construction-là, d'être au plus près des personnages et de la psychologie qui tient un rôle à part entière dans le roman. Il y a quelque chose aussi qui vous unit, c'est les lieux. Ce sont les lieux. Et les lieux sont toujours importants parce qu'ils ne sont pas neutres, qu'ils soient métaphoriques ou réels. Je reviens sur notre Tanatea, sur notre île au milieu d'un lac. Alors une île au milieu d'un lac, ça veut dire qu'il y a un isolement somme toute relatif. Mais pourquoi une île ? Pourquoi pas un pays un peu isolé ou une province un petit peu isolée ou un château perdu dans une forêt ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Non, j'ai eu quelques rares retours regrettant que ce ne soit pas un huis clos. Mais quelque part, c'en est un quand même. Donc, je ne sais pas trop ce que certaines lectrices, puisque c'était des lectrices, mais entendent par huis clos, vraiment. Je dirais que chez Christelle, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, c'est métaphorique. Tanatea, alors, c'est à la fois géographique, c'est physique, c'est métaphorique également. Exactement, puisque c'est l'île d'Esther, quelque part. Et je voulais donner à une région, qui a priori n'a pas, sauf peut-être pour des gens qui viennent de l'étranger de loin, mais qui n'a pas d'exotisme forcément pour des lecteurs francophones, pour des lecteurs français, ou voilà. Eh bien, si il y a justement cet exotisme qui est dû à l'atmosphère très étrange, pesante, mystérieuse de l'île, puisque est très liée à Esther, en fait, parce qu'on va s'apercevoir que dans cette amitié qu'elles vivent, toutes les trois, et justement, Hélène et Leïla qui restent un petit peu en rade et qui vont s'intéresser à vraiment être très unies autour de la disparition d'Esther, elles vont en plus découvrir qu'Esther n'était pas vraiment celle qu'elle pensait être aussi. Et c'est aussi drôle parce que même avec des romans différents, il y a des éléments communs. Bien sûr, on est là dans une sorte de l'inspiration, là encore, douce. Et qu'est-ce l'inspiration et d'où elle vient ? Et c'est fascinant de voir que finalement, on peut faire sien les propos aussi que tiennent des consoeurs. Et quand elles racontent aussi si bien leur roman et l'analyse aussi, on s'aperçoit que quelque part, il y a vraiment des passerelles. Et ça, c'est à la fois, à la fois rassurant, à la fois... Et donc voilà, moi j'ai eu envie de partir. Déjà, j'aime les îles. Déjà, même spontanément, surtout ces derniers temps, j'aimerais me barrer sur une île. Donc j'ai mon île à moi. J'ai mon île, j'ai mon île à moi. C'est une île musicale, une île bien sûr littéraire, parce que quand j'écris, je suis sur mon île. Et j'en ai en ce moment besoin plus que jamais finalement. Et Tanatea, alors également parce que l'insularité est aussi bien limitée. On est en principe, on peut y arriver, mais on a peut-être du mal à en repartir. Il y a un film qui date et qui, pour moi, est un chef-d'œuvre, et c'est Papillon.
avec Steve McQueen. Donc voilà, ces îles dont finalement on ne part pas, où on a du mal à partir, où voilà, il peut se passer plein de choses sur cette île, sur une île. Et en même temps, pour moi, c'est une notion quand même d'infini. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de la mort, puisque la mort est une éternité également, d'après ce qu'on connaît pour le moment, grâce à la science. J'avais d'autres questions sur la mort, on en parlera peut-être après. Le Périgord, les étangs, un petit peu. Oui, le Périgord, on se dit, tiens, c'est pas une zone de polar plus que ça. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, il y a beaucoup de forêts. Oui, la forêt. La forêt, c'est récurrent. Enfin, les forêts, pour moi, ça fonctionne comme les îles. C'est-à-dire que c'est des lieux qui très vite, en fin d'après-midi, deviennent sombres. Il y a une ambiance qui se dégage toujours des forêts. Moi, je passe des heures à marcher dans les forêts. Je suis spéciale. Et j'aime bien y voir des scènes... qui sont toujours un peu dérangeantes, qui créent de l'anxiété chez le lecteur. J'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai choisi le Périgord parce que justement, je me disais, tiens, jusqu'ici, j'ai fait des zones... le premier roman, il se passait en Auvergne en hiver. La petite ritournelle de l'horreur, on est dans les Yvelines, les coins pagaies des Yvelines. Je me disais, est-ce que c'est pas une facilité, ça ? Et du coup, tiens, on va aller dans le Périgord, tout le monde s'imagine que ça va être bien, qu'on va bien manger, que ça va être sympa. Et pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, je me suis amusée avec ça. Et donc, il y a des petites scènes du roman où... oui, je pense que le lecteur, il aura peur de cette ambiance très, très sombre et très particulière. Est-ce qu'il change le récit, le lieu ? Est-ce que le fait que tu sois dans le Périgord, ça aurait pas pu se passer dans les Yvelines ? Joli département par ailleurs. Ouais, je pense pas. Je pense que le lieu définit énormément le récit. D'ailleurs, souvent, j'y pense quand je me prends à rêver d'une adaptation audiovisuelle. Je me dis, tiens, si on me disait, OK pour cette histoire, mais on la délocalise, je sens que ça va me poser un problème. Parce que le décor est un personnage et la région est un personnage de l'histoire. Et donc oui, je pense que c'est important. Juste pour Quand la neige danse, par exemple, il y a eu une option à un moment donné dessus, pour une adaptation. Et ils voulaient, alors ça se passe quand même dans les environs de Chicago, et ils voulaient faire un tournage dans le Jura, quoi. Bon, voilà. Ça m'a fait drôle. Et Penelope Cruz dans le Jura, ça peut le faire aussi. Pourquoi pas ? C'est autre chose, quoi. Ça ramène tout de suite. Bien sûr. J'aime le Jura. Oui, très bon fromage et très bon vin. Et très beau paysage. Christelle, alors toi, le lieu est métaphorique, l'île des souvenirs. On a bien compris que c'est le continent un petit peu perdu de la mémoire. De ton héroïne, de la mémoire. Comment est-ce que tu le conçois ? Quel rapport tu as avec ça ? Parce que la couverture, c'est une île, c'est l'approche par une barque d'une île. Comment est-ce que toi, tu l'imagines, cette île-là ? Alors, déjà, pour rebondir sur la question de la couverture, c'est une adaptation libre d'un tableau de Böcklin, qui est donc l'île des morts, qu'on a dévié vers l'île des souvenirs. J'avais envie, en fait, de donner un rôle à une œuvre d'art. Et donc, dans l'île des souvenirs, ce tableau de Böcklin tient une place à part entière, et il va être vecteur justement d'évasion, vecteur de voyage pour une de nos deux prisonnières qui va fuir par ce tableau, qui va vivre son choc traumatique. Alors, le vivre et le fuir en même temps, via et grâce à ce tableau. Donc c'est métaphorique. Ça sert le propos du roman, puisque toute la question va être de comment est géré un trauma, qu'est-ce qu'il se passe pendant un trauma, quels éléments très concrets, un objet, une musique, une odeur, qu'est-ce que tout ça peut faire ressurgir de notre mémoire. Il y a eu plein d'expériences, notamment menées par Freud, des analyses, où en fait il a reçu une patiente un jour qui
qui se plaignait d'être incommodé par des odeurs de pâtisserie brûlée. Donc il a mené toute une psychanalyse et petit à petit, en décortiquant un peu le trouble, il s'est rendu compte que cette odeur de pâtisserie brûlée, en fait, s'apparentait plus à une odeur de tabac. Et ils se sont rendus compte, à force de discussion, que cette odeur de tabac s'était née d'un traumatisme. En fait, cette femme avait été éconduite par l'homme qu'elle aimait et cet homme fumait le cigare. Et alors voilà, il a vraiment fallu investir la mémoire et le souvenir de cette femme pour expliquer tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire dans l'île des souvenirs. Comment, avec un objet aussi... Alors, c'est pas banal hein, dans le sens littéral du terme, mais un tableau, comment finalement peut-on exhumer des souvenirs de la mémoire de quelqu'un qui a vécu un trauma ? L'inconscient comme un continent perdu. Exactement, ouais. Voilà, Philosophie Magazine, bonjour. On arrive au bout de notre table ronde. Est-ce que vous avez des questions ? Je rappelle qu'on est en public, en direct de la FNAC Bellecour pour Quai du Polar et la Web TV. Est-ce que quelqu'un a une question ? Après, je vais être obligé de les libérer. Hein, donc, on a des louves et une tigresse. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, eh ben, écoutez... Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à vous qui êtes derrière votre ordinateur ou avec votre téléphone portable en train de nous suivre. Puis surtout, merci à toutes les trois pour cette discussion. Merci on vous retrouve tout de suite en dédicace et en plus on vous retrouve à Quai du Polar et nous on se retrouve demain pour la Bipolar Web TV à l'occasion de Quai du Polar. Bonne journée et bonne soirée à tout le monde.